Et ça me fait grand plaisir d'être parmi vous ce soir, puis de diriger les trois conférenciers avec lesquels on va partager différents éléments sur les anticoagulants oraux là, directs. Donc, sans plus tarder, notre première conférencière, qui est Dr Geneviève Le Templier, qui est une médecin interniste au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et qui est professeure adjointe aussi à la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Un bref résumé concernant Dr Le Templier. Elle a effectué ses études médicales à l'Université de Montréal pour par la suite compléter une formation postdoctorale en médecine interne à l'Université de Sherbrooke. Par la suite, elle avait un vif intérêt pour la maladie thromboembolique, donc elle a complété un fellowship au centre hospitalier de l'Université d'Ottawa. Puis, donc, ce soir, elle va nous entretenir sur l'utilisation des anticoagulants oraux directs chez les patients obèses. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Donc, merci beaucoup, Pierre, pour l'introduction. Donc, en effet, je suis Geneviève Le Templier, interniste au CHU à Sherbrooke. Et donc, comme interniste, évidemment, je suis menée à prescrire régulièrement des anticoagulants oraux directs, tant pour la thrombose veineuse que pour la fibrillation auriculaire. Et leur efficacité et innocuité a bien été démontrée là, dans plusieurs grandes études, fait plus de doute. Par contre, il reste plusieurs questionnements quant à leur prescription dans les populations spéciales et en particulier chez le patient obèse. Et donc, les prochaines 15 minutes vont être consacrées à revoir les données qui sont disponibles sur ce sujet-là, donc l'utilisation des AOD chez les patients obèses. Et comme vous allez voir, il y a un vif intérêt pour le sujet, particulièrement là, dans les 2 dernières années. Donc, j'ai quelques conflits d'intérêts. J'ai déjà donné des présentations ou été consultante pour des compagnies pharmaceutiques qui fabriquent des anticoagulants, dont la tinzaparine et la pixaban. Donc, évidemment, je ne peux pas vous le demander en personne, mais j'aurais été curieuse de voir si dans votre pratique en général, quand vous faites face à un patient qui doit être anticoagulé et qui est très obèse, est-ce que vous êtes à l'aise d'utiliser régulièrement des anticoagulants oraux directs? Est-ce que vous êtes hésitant? Vous sélectionnez les patients selon le contexte clinique ou la préférence du patient, ou vous êtes plutôt réfractaire et vous restez donc avec l'idée que la meilleure option chez ces patients est la warfarine? Et donc, l'objectif de la présentation aujourd'hui, ça va être de vous aider justement à faire un choix judicieux d'anticoagulants chez les patients obèses en fibrillation auriculaire ou en thrombose veineuse et d'être capable d'expliquer à la lumière des données cliniques disponibles les avantages et les inconvénients de leur utilisation dans cette population-là. Donc, d'abord, la fibrillation auriculaire et la TEV sont régulièrement retrouvées chez les patients obèses. En fait, l'obésité est un facteur de risque tant de thrombose veineuse que de fibrillation auriculaire. Donc, c'est pas rare qu'on va voir ces deux conditions-là réunies. L'obésité va être définie soit en fonction du poids, donc plus de 100 kilos par exemple, ou en fonction d'un IMC. On parle d'une obésité quand l'IMC dépasse 30. Et on va parler d'obésité morbide ou sévère quand le poids dépasse 120 kilos ou l'IMC dépasse 40. Alors, il n'y a pas d'études prospective clinique qui va adresser directement cette population-là de patients obèses avec anticoagulation. Par contre, ces patients-là n'étaient pas exclus des études, des grandes études cliniques. Alors ici, j'ai mis un peu le résumé des études tant en fibrillation auriculaire qu'en thrombose veineuse. Comme vous pouvez constater, donc la proportion des patients qui étaient jugés obèses dans ces études-là variait entre 15 et 30 %. Donc, ça représente quand même plusieurs patients.
Toutefois, les définitions d'obésité dans ces études-là étaient relativement variables. Donc, parfois, on utilisait le poids et parfois l'IMC. Et souvent, l'obésité était définie plutôt avec un poids au-delà de 90 ou de 100 kilos ou un IMC au-delà de 30 ou 35, mais plus rarement, en fait, jamais, il y avait un sous-groupe prédéterminé avec un poids plus grand que 120 kilos ou un IMC plus grand que 40. Néanmoins, quand on regarde l'efficacité des anticoagulants oraux directs chez les patients obèses avec les définitions que je viens de vous mentionner, alors tant ici en fibrillation auriculaire qu'en thromboembolie veineuse, les AOD sont au moins aussi efficaces que le traitement par la warfarine. Et avec un profil d'innocuité qui était similaire dans plusieurs méta-analyses qui ont adressé cette question-là. Mais comme je le disais, moins de patients au-delà de 120 kg ou avec un IMC au-delà de 40. Et une autre chose qu'on doit tenir en considération avant de prescrire ou quand on veut prescrire un anticoagulant oral direct là, à un patient obèse, il faut savoir que l'obésité affecte les paramètres pharmacocinétiques de certains médicaments et entre autres, donc les patients obèses vont avoir un volume de distribution augmenté pour les médicaments qui sont lipophiliques et aussi de façon intéressante, les patients obèses ont une augmentation du taux de filtration glomérulaire, comme on peut le voir sur le graphique ici. Et donc, si on met ça en parallèle avec les données pharmacocinétiques des anticoagulants oraux directs, on peut voir, par exemple, que certains médicaments, comme l'édoxaban, vont avoir un volume de distribution très élevé. Et d'autres médicaments vont avoir un taux d'élimination rénale très élevé, comme le dabigatran, par exemple, ou l'édoxaban. Et ceci pourrait donc laisser craindre que les patients obèses pourraient avoir des taux sous-thérapeutiques en raison de ces modifications-là au niveau de la pharmacocinétique. Et donc, pour toutes ces raisons-là, en raison du peu de données chez les patients très obèses, puis en raison des craintes reliées à la pharmacocinétique reliée à ces médicaments-là chez les patients obèses, l'ISCH, en 2016, avait émis une recommandation comme quoi les anticoagulants oraux directs ne devraient pas être utilisés chez les patients avec un IMC de plus de 40 ou un poids de plus de 120 kg. Et il ouvrait la porte à l'utilisation des dosages sériques d'anticoagulants oraux pour ajuster les doses si on décidait quand même d'utiliser les anticoagulants oraux directs chez ces patients-là. Alors, depuis ce temps, heureusement, en 4 ans, il y a une avalanche de papiers qui a été publiée sur le sujet et c'est ce qu'on va pouvoir revoir dans les prochaines minutes pour voir si on peut changer notre pratique. Donc, dans les prochaines minutes, donc, on va regarder les données qui sont disponibles, tant des données de pharmacocinétique des AOD chez les patients obèses. On va voir aussi s'il y a des études prospectives qui regardent le patient très obèse et des études rétrospectives. Donc, d'abord, depuis 2016, il y a plusieurs papiers qui ont regardé la pharmacocinétique des différents AOD chez les patients de plus de 100 ou 120 kilos. Et j'ai essayé de résumer ça dans un seul tableau. Alors, comme vous pouvez constater, en général, les dosages sériques d'anticoagulants oraux directs sont très peu affectés par le poids. Évidemment, il faut faire attention parce que dans ces études-là, nécessairement, il y a des études qui étaient faites sur des sujets sains ou des études avec une seule dose d'anticoagulants. Il y a les données peut-être les plus solides sont avec le
dabigatran et l'édoxaban parce que c'est des sous-études de l'étude RELY et de l'étude ENGAGE et donc des centaines de patients. Et on voit que pour ce qui est de l'édoxaban, il n'y avait pas de modification du taux sérique. Par contre, pour le dabigatran, on voit une diminution d'à peu près 20 des taux sériques de dabigatran, mais qui n'étaient pas corrélés selon les auteurs avec des issues cliniques. Donc, peu de patients et dont certains sujets sains sans corrélation clinique. Dans la dernière année, 2 autres papiers qui ont regardé l'activité anti-DISA chez les patients obèses avec l'apixaban, le rivaroxaban et l'édoxaban. Et pour résumer, en général, donc le poids ou l'IMC ne semblait pas ou semblait affecter très peu les concentrations des AOD des niveaux d'anti-DISA, avec une corrélation clinique qui restait quand même incertaine. Donc, des données quand même qui sont rassurantes à ce sujet-là. Maintenant, il y a eu plusieurs sous-analyses de grandes études prospectives qui ont été faites pour adresser la question donc, des patients très obèses. Donc ici, on voit les études prospectives qui ont regardé ça, des sous-analyses. Alors, on voit par exemple qu'ici, Aristotle, avec l'apixaban, près de 1000 patients de plus de 120 kilos, et on voit qu'il n'y a pas de perte d'efficacité ni d'augmentation de taux de saignement chez les patients traités avec apixaban par rapport au traitement avec la warfarine. Pour l'étude de RELY avec le dabigatran, le critère d'obésité est un peu moins sévère, mais somme toute, on voit le même profil donc d'efficacité et de sécurité, particulièrement avec la pleine dose dabigatran. Et même chose pour l'étude ENGAGE avec l'édoxaban, qui ont quand même regardé plus de 1000 patients avec des IMC au-delà de 40, sans diminution significative ou augmentation significative plutôt du taux d'événements ischémiques, particulièrement avec la dose de 60 mg. En TEV, c'est surtout des données avec le rivaroxaban qu'on a dans les études prospectives. Ici, Einstein, où il y a 300 patients de plus de 120 kilos, qui a démontré donc pas d'augmentation du risque de récidive de TEV chez les patients sous rivaroxaban par rapport au Coumadin. Donc, plus de 2000 patients de plus de 120 kilos ou avec IMC de plus de 40, surtout en FA, sans évidence de diminution de l'efficacité chez ces patients. Évidemment, il faut faire attention, c'est des analyses de sous-analyse, donc toujours interprétées avec prudence. Finalement, plusieurs études rétrospectives qui ont regardé également l'utilisation des AOD chez les patients obèses. Alors ici, des études soit en TEV ou en fibrillation auriculaire, surtout avec rivaroxaban, apixaban, certaines avec le dabigatran. Ici, on met un tableau comparatif des études qui ont comparé les patients très obèses avec les patients moins obèses. Et il n'y avait pas de différence en termes d'efficacité ni de saignement quand on comparait les 2 groupes de patients. Et ici, encore une fois, des études rétrospectives de moins grande envergure, donc moins de 400, 500 patients, quand même avec des IMC ou des poids très élevés. Encore une fois, surtout dans ce cas-ci, rivaroxaban, apixaban et dabigatran. Et même constat, pas de diminution d'efficacité ou d'issue par rapport à la sécurité de l'utilisation des AOD chez ces patients-là. Et finalement, des données en patients réels, donc des registres, le registre Dresden ou le registre Aetna, le registre Dresden qui comptait des patients sous apixaban et rivaroxaban et le registre Aetna des patients sous edoxaban. Et même de façon intéressante, ce qu'ils constataient, c'est que les patients avec un IMC plus élevé avaient même des taux d'événements ischémiques inférieurs aux patients non obèses, ce qu'ils ont appelé le paradoxe de l'obésité que je trouvais qui était bien illustré ici, où on voit que plus on va avec un IMC élevé, moins il y a plus un avantage. Donc, les patients avec IMC élevé semblent avoir moins d'événements que les patients avec IMC normal. Évidemment, plusieurs considérations à tenir en compte. Ça peut être des patients plus jeunes ou des patients avec des fonctions rénales normales, mais quand même, c'est une donnée qui est rassurante, encore une fois, dans l'utilisation des AOD chez les patients obèses.
Donc, suite à toutes ces données-là, comme je dis, il y a eu plusieurs papiers sur le sujet. Quand on lit les nouvelles, les auteurs, alors Thrombose Canada ne suggère pas de ne pas les utiliser en haut de 120 kg ou avec un IMC en haut de 40. Il suggère juste de faire porter une attention particulière, d'en discuter avec le patient. Même chose pour Marc Carrier. Donc, il a fait un très bel article avec Dr. Wang, How I Treat, sur le patient obèse et les anticoagulants, où il recommande que les recommandations de l'ISTH devraient être revisitées et lui pense que c'est sécuritaire de les utiliser. Et peut-être encore plus loin, le docteur Ekelboom, qui a publié récemment un éditorial sur l'utilisation des AOD chez les patients avec poids extrême. Et il va même à dire qu'il y a une urgence à changer les recommandations et suggère qu'on pourrait les utiliser jusqu'à 150 kilos et qu'au-delà de 150 kilos, on pourrait, par exemple, considérer de faire des mesures de concentration ou de dosage d'antidécesseurs. Des petites considérations quand même que je voulais mentionner en terminant. Donc, il faut faire attention. Plusieurs patients obèses peuvent avoir subi, par exemple, une chirurgie bariatrique. Donc, évidemment, comme les AOD sont absorbés au niveau de l'estomac ou de la portion proximale du duodénum, donc les taux pourraient être affectés chez un patient qui a subi une chirurgie bariatrique. Même chose, donc, on n'a pas de données pour les doses réduites à long terme dans le traitement de la TEV. Alors, comme vous savez, c'est une stratégie qu'on peut utiliser chez les patients après 6 mois de traitement en TEV, soit avec le rivaroxaban ou l'apixaban. Mais à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas de données chez les patients obèses. Et comme on sait que les taux pourraient être réduits, donc on pourrait avoir une hésitation à réduire davantage la dose. Et pour ce qui est du dosage des anticoagulants oraux directs, alors il faut savoir que ce n'est pas disponible dans tous les centres. Nous, à Sherbrooke, on ne l'a pas, on doit les envoyer à Montréal. Il faut savoir aussi, donc, on ne peut pas utiliser n'importe quel appareil. Chaque appareil doit être bien spécifiquement calibré pour chaque agent et que les niveaux thérapeutiques sont peu corrélés avec les événements cliniques. Donc, vraiment, je ne pense pas qu'on peut recommander de les utiliser soit pour se rassurer ou pour ajuster la dose. Donc, les messages clés, 15 minutes, ça passe très vite. Alors, je pense qu'on peut dire que les données pharmacocinétiques des AOD chez les patients obèses et les études cliniques sont rassurantes en ce qui concerne leur utilisation, particulièrement en FA, parce qu'on a beaucoup plus de données en fibrillation auriculaire. Certainement, donc, on a beaucoup de données jusqu'à 120 kg ou jusqu'à un IMC de 40. Pour ce qui est des patients entre 120 et 150 kilos, les AOD sont probablement sécuritaires. Évidemment, je pense que malgré tout, on doit discuter avec le patient des avantages, des inconvénients et de prendre en compte l'opinion du patient, de ses préférences dans le choix. Et peut-être porter une attention particulière chez les patients avec des risques emboliques très élevés, donc quelqu'un qui vient de faire un événement aigu, submassif ou un score de CHA2DS2-VASc très élevé, par exemple. Alors, merci, ça me fait plaisir de discuter là, de vos questions. Merci beaucoup, Dr. Letemplier. Maintenant, on va passer à la période de questions. Donc, gênez-vous pas, là, vous pouvez nous écrire vos commentaires. Vous avez des questions à poser à Dr. Letemplier. Je vais en profiter pour débuter. Juste revenir sur les événements ischémiques. Là, on voyait clairement là, que dans la population de patients obèses, il semblait même y avoir un effet avantageux. Avez-vous l'impression que ça colle un peu avec un peu la théorie là, du inversé qu'on retrouve en obésité et le risque cardiovasculaire? Ou pensez-vous vraiment que les AOD ajoutent quelque chose de plus à ces patients-là?
Ben, c'est une question intéressante. Puis effectivement, c'est pas seulement pour dans la maladie embolique ou thromboembolique qu'on voit cet effet-là. Je suis pas une experte sur le sujet. Ce que j'ai vu, c'est que évidemment, il peut y avoir des biais de sélection. Entre autres, c'est des patients qui peuvent être plus jeunes ou des patients qui ont moins de comorbidité, comme moins d'insuffisance rénale, par exemple. Donc, ça pourrait certainement être un biais parce que la pharmacocinétique orienterait pas vers un effet favorable. Là. Donc, dans le fond, les données me rassurent à savoir que bien qu'on peut penser qu'il y aurait moins de concentration à cause de la pharmacocinétique, c'est intéressant de voir que les patients semblent aussi bien traités maintenant qu'ils soient mieux traités. C'est probablement un biais de sélection chez des patients qui sont plus jeunes ou avec moins de comorbidité, d'après moi. Parfait. Une question qui nous est venue pour la population de patients obèses là, qui se retrouvent entre 120 et 150 kg. Avez-vous une molécule que vous seriez porté à recommander? Je savais que cette question viendrait. C'est intéressant parce que selon l'article qu'on lit, il y a des gens qui vont recommander une molécule plus qu'une autre. D'abord, il faut savoir que ces molécules-là n'ont pas été comparées l'une par rapport à l'autre, que ce soit chez les patients obèses, chez les patients non obèses. Fait que déjà, c'est difficile de faire un choix. Peut-être la seule chose que je peux dire, c'est qu'en fibrillation auriculaire, je pense que les données les plus solides sont avec l'édoxaban et l'apixaban parce qu'on a des données prospectives avec un plus grand nombre de patients. Puis en TEV, on a des données avec l'apixaban et le rivaroxaban. Donc, ça serait, mais je ne peux pas dire vraiment qu'il y a une molécule qui est meilleure qu'une autre pour aucune de ces conditions-là. Donc, je pense qu'il faut y aller avec la préférence aussi, l'aisance qu'on a à prescrire des molécules. Il y a peut-être le dabigatran qui semble moins bien performer parce qu'on a moins de données, tant en FA, puis on n'a pas beaucoup de données, on n'a pas de données vraiment en prospective en TEV. Et puis, c'est aussi une molécule qui a une clairance rénale un peu plus augmentée. Alors, je serais peut-être plus hésitante avec le dabigatran. Mhm. Si on enchaîne rapidement là, dans un contexte de prophylaxie post-op de chirurgie orthopédique, est-ce qu'il y a-t-il des données là, de doses qui seraient suggérées pour ce type de patient-là? Donc, en fait, dans le fond, post-op de chirurgie orthopédique, il y a quelques données. Il y a des sous-analyses qui ont été faites des études Renovel, Remodel, et puis j'ai un blanc de mémoire pour la troisième étude. Mais il y a des données chez les patients avec des IMC plus grands que 30, et puis il ne semblait pas y avoir de réduction du risque d'événements thromboemboliques. Donc, il n'est pas suggéré de modifier la dose chez ces patients-là. Et donc, j'aurais tendance à dire qu'on peut les utiliser. D'accord. Si on va un petit peu plus loin, une question un peu plus corsée, là, seriez-vous à l'aise, vous, en tant qu'interniste, si vous aviez un patient de 125 kilos, mais qui présenterait un syndrome antiphospholipide là, avec des IgG anticardiolipides positifs, là, avec des antécédents d'embolie pulmonaire, seriez-vous à l'aise à prescrire un des anticoagulants directs? Bien, dernièrement, en syndrome antiphospholipide, on a des données qui sont en défaveur des anticoagulants oraux directs. Donc, personnellement, quand il y a un syndrome antiphospholipide, même s'il n'est pas triple positif, là, j'ai plutôt tendance à utiliser la warfarine, que ce soit chez un patient obèse ou non obèse. Donc, ça, c'est un patient chez qui j'utiliserais certainement la warfarine. D'accord.
Dans le contexte de la chirurgie bariatrique, vous avez mentionné là, clairement qu'il pouvait y avoir des ajustements à faire, compte tenu que souvent, le duodénum peut être touché dans l'absorption. Mais si on regarde là, les différents types de chirurgie bariatrique, est-ce qu'il y aurait un AOD en particulier là, qui serait plus adéquat, puis en même temps tenir compte de est-ce que c'est une sleeve, est-ce que c'est un bypass? Oui, donc c'est une question qui est intéressante. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de données. Donc, il y a quelques petites données où ils ont dosé les taux sériques d'anticoagulants oraux directs chez les patients qui avaient subi des chirurgies bariatriques. Puis, ça ne semblait pas être affecté, mais évidemment, là, c'est vraiment des petites données. C'est sûr que chez un patient qui a une sleeve, donc peut-être qu'une médication comme le rivaroxaban qui serait absorbée au niveau de l'estomac pourrait être potentiellement plus affecté versus un bypass où là, à ce moment-là, les molécules qui sont plus absorbées au niveau de la partie proximale du duodénum pourraient être plus affectée. Donc, je pense que ça dépend un petit peu. J'aurais peut-être donc, c'est ce que je peux dire. Donc, est-ce que je choisirais peut-être quelqu'un qui a une sleeve, là, autre chose que le rivaroxaban, par exemple? Puis dans le cas d'un bypass, je serais peut-être plus hésitante pour les molécules qui sont absorbées au niveau proximal. Dans un événement aigu, probablement dans la phase aiguë, j'aurais tendance peut-être même à être plus prudente, puis à utiliser de la warfarine. Puis peut-être dans la phase de traitement, assumant qu'il peut y avoir peut-être une diminution de l'absorption, à ce moment-là, je pourrais faire le relais avec un AOD, mais peut-être à distance de l'événement thromboembolique. Bon, d'accord. Merci infiniment pour ces commentaires pour les participants et merci beaucoup, docteur Le Templier, pour ces nombreuses informations.